cher maître, honorable assistance, chers collègues, je remercie d'abord l'école paramédicale de m'avoir invité pour vous présenter les aspects virologiques concernant le virus de l'immunodéficience humaine. Alors, en introduction, je dirais que le virus du sida, appelé le VIH, est le deuxième rétrovirus humain découvert après le HDLV. Il a été isolé pour la première fois en 1983 en France. Il appartient à la famille des rétroviridés, genre l'antivirus. Il est défini par son mode de réplication qui est un peu particulier, qui passe par une étape de rétrotranscription de deux molécules d'ARN identiques en ADN grâce à l'enzyme transcriptase inverse ou bien la reverse transcriptase. Alors, avec près de 35 millions de personnes infectées à travers le monde, dont plus de 90% dans les pays en voie de développement, le VIH reste un problème majeur de santé publique. Bien que la thérapie antirétrovirale a amélioré de façon considérable la qualité et la durée de vie des personnes infectées, elle ne permet pas d'éliminer complètement le virus de l'organisme. On va voir par la suite pourquoi. Parce que tout simplement, le virus, il s'intègre dans le chromosome cellulaire. Et la prévention facile à appliquer demeure le moyen le plus efficace. Vous passez, s'il vous plaît. Alors, concernant la structure passée, la structure du virus, le VIH1, donc c'est une particule virale qui mesure de 80 à 120 nanomètres de diamètre. C'est un virus enveloppé. À l'intérieur, nous avons la capside virale représentée par l'antigène P24. Il y a deux nucléocapsides entourant l'ARN viral, donc il y a deux molécules d'ARN viral simple brun. Voilà, il y a des enzymes, le virus, il a trois enzymes virales. Il infecte la cellule en apportant avec lui trois enzymes, la protéase, la transcriptase inverse et l'intégrase. Et à l'extérieur, nous avons une boucle bicouche lipide phospholipidique sur laquelle, en transmembranaire, il y a la glycoprotéine 41 et celle qui fait saillir à l'extérieur de la molécule virale, c'est la glycoprotéine 120. Donc, l'organisation génomique du virus du sida, passez s'il vous plaît. Donc, le virus du sida, son génome viral est flanqué de chaque côté de deux séquences répétées, appelées LTR, et qui sont responsables de l'intégration du virus dans la cellule virale, dans le génome cellulaire. Il comporte trois gènes, le gène GAC, le gène POL et le gène ON, qui codent respectivement pour des protéines internes, pour le gène POL qui code pour les enzymes virales, à savoir la reverse transcriptase, l'intégrase et la protéase, et le gène OND qui code pour les glycoprotéines d'enveloppe, la glycoprotéine 120 et 41. La suivante, s'il vous plaît. Vous passez, donc, voilà, pour le cycle de réplication du virus, vous passez, s'il vous plaît. Alors, la réplication du virus commence par l'attachement ou bien la fixation du virus sur la cellule qu'il va infecter. Donc, son tropisme, donc il infecte les lymphocytes CD4, il peut infecter les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. Et donc, vous voyez la particule virale, elle va se fixer à la surface de la cellule en se fixant grâce à sa glycoprotéine 120 sur le récepteur CD4. Et aussi, il y a le corécepteur CCR5 ou bien le CXR4 qui joue un rôle dans la fixation et l'attachement du virus sur la cellule, sur l'enveloppe cellulaire. Après fixation, donc on aura un fusionnement entre les deux enveloppes virales et cellulaires et la particule virale, elle va pénétrer à l'intérieur de la cellule. La suivante, s'il vous plaît. La suivante.
Une fois le virus il est à l'intérieur de la cellule, la libération de la capside virale, elle se fait, c'est la décapsidation, libérant 2 molécules d'ARN simple brun, et chaque molécule d'ARN, elle va suivre un cycle de réplication. Donc, ça sera la même chose. Une particule virale, un cycle de réplication. Donc, l'ARN viral libéré au niveau du cytoplasme cellulaire, il va subir une rétrotranscription par l'enzyme, la transcriptase inverse. Il y a la reverse transcriptase qui joue un rôle d'ADN polymérase ARN dépendante et elle va copier l'ARN en ADN, en une molécule d'ADN simple brun. Et donc, elle va jouer aussi un autre rôle, celui d'une ADN polymérase ADN dépendante, qui va dupliquer l'ADN en le rendant double brun. L'ADN double brun, il va migrer à l'intérieur du noyau cellulaire, il va s'intégrer dans le chromosome cellulaire grâce à la deuxième enzyme virale, l'intégrase. Et donc, on appelle l'ADN intégré l'ADN proviral. Après intégration, l'ADN proviral va se comporter comme s'il fait partie de cette cellule. Donc, il va détourner la machinerie cellulaire, il va faire ses propres synthèses. Donc, il va donner des ARN messagers qui vont être traduits au niveau du ribosome, au niveau cytoplasmique, pour donner les différentes protéines qui codent pour les protéines internes, les protéines structurales et non structurales. Après synthèse des différentes protéines structurales et non structurales, on aura une maturation, assemblage et formation de nouvelles particules virales qui seront libérées par la suite par bourgeonnement. Vous passez, s'il vous plaît. Alors, concernant la variabilité génétique du VIH, elle est liée à des mutations dues à des erreurs de lecture de la reverse transcriptase. D'habitude, c'est l'ADN qui se transcrit et donne une molécule d'ARN. La reverse transcriptase, elle fait le travail contraire. Elle copie l'ARN en ADN et donc automatiquement elle va commettre des erreurs. Le taux d'erreur, c'est erreur par génome et par cycle de réplication. Et elle touche surtout la partie du gène ONF qui code pour la glycoprotéine sanguine. Donc on reconnaît 2 types de VIH, il y a le VIH1 et le VIH2. Le VIH1, donc il y a 3 groupes. Le groupe M est majoritaire et c'est le plus fréquent, qui comporte 9 sous-types non recombinants. Il y a également ce qu'on appelle les formes recombinantes circulantes, CRF. C'est quoi les CRF? C'est quand un sous-type rencontre un autre sous-type chez le malade et il y aura un échange de matériel génétique entre les 2 sous-types et ça donne un recombinant. Mais ces CRF sont relativement rares par rapport au sous-type recombinant. Non recombinant, pardon. Il y a également le groupe N et le groupe O qui présentent de très rares isolats. Pour le VIH2, on reconnaît 7 sous-types pour le VIH2. La suivante. Donc ça c'est l'épidémiologie, je passe. Vous passez s'il vous plaît. Mode de transmission, même chose. Je passe. Alors la physiopathologie, l'infection évolue en 3 phases principales. La primo-infection, la phase asymptomatique et enfin l'étape sida-maladie. La suivante. Alors durant la phase de primo-infection, donc, il faut savoir que le virus du VIH il a une action létale sur les lymphocytes CD4. Et ça fait diminuer le taux de CD4 à partir, vous voyez, il y a une chute brutale du taux de CD4 en primo-infection. Ça remonte un petit peu dans la phase chronique asymptomatique et après ça décroît progressivement. Ça décroît progressivement durant la phase de latence chronique
jusqu'à atteindre un taux inférieur à 200 par millimètre cube au stade de sida malade. Comme j'ai dit, dans la primo-infection, il y a un pic de la charge virale, et c'est un pic qui est très important de la charge virale, qui diminue durant la phase, au début de la phase asymptomatique, et qui augmente progressivement et qui commence à augmenter progressivement pour atteindre des taux très élevés au stade final de la maladie. La suivante. Alors, là aussi, ça montre la cinétique et tous les différents paramètres du VIH. Donc, nous avons l'antigène, l'ARN plasmatique, qui apparaît 11 à 12 jours après le contact, et les anticorps qui apparaissent vers le 21e jour après le contact. Alors, pour le diagnostic virologique, le diagnostic de l'infection à VIH chez l'adulte est sérologique. Donc, on va chercher les anticorps anti-VIH. Le diagnostic de la primo-infection ou bien de l'infection chez l'enfant né de mère séropositive repose sur la détection des antigènes viraux, l'antigène P24 ou bien le génome viral, soit par la recherche de l'ARN plasmatique, c'est la charge virale, ou bien la recherche de l'ADN proviral. La suivante. Le diagnostic sérologique comporte deux étapes, une étape de dépistage et une étape de confirmation. Il faut avoir un accord verbal du patient pour faire le dépistage. Le dépistage est obligatoire pour le don de sang, d'organes, de tissus, de cellules. En cas d'accident d'exposition au sang chez le personnel de santé. La suivante, s'il vous plaît. Il est recommandé comme examen prénuptial en cas de déclaration de grossesse, s'il y a facteur de risque de contamination, en présence d'une IST ou bien de signes cliniques ou biologiques évocateurs. La suivante, s'il vous plaît. Avant, la précédente. Le diagnostic biologique de l'infection par le VIH, VIH1 et 2, repose sur un seul test immunologique ELISA, mixte, c'est-à-dire il va identifier à la fois le VIH1 et le VIH2, combiner et détecter les anticorps et l'antigène P24, à lecture objective permettant la détection des anticorps VIH1 et 2 et l'antigène P24 du VIH1, avec un seuil minimal de détection de l'antigène P24 du VIH1 de 2 unités internationales par millilitre. Ces tests sont appelés tests combinés de 4e génération. La suivante. Donc, la première photo à gauche, elle montre une plaque ELISA. C'est le test de dépistage, test ELISA de 4e génération. À droite, donc, au fond de la pupille du test sont fixés des anticorps et des antigènes qui permettent à la fois de rechercher l'antigène P24 et les anticorps dirigés contre le VIH1 et le VIH2. C'est pour ça qu'il est appelé test combiné. Il détecte à la fois l'antigène P24 et les anticorps VIH1, VIH2. La suivante. Donc, le test de 4e génération, donc, regardez ces combats. Les tests de 4e génération, ils ont amélioré le diagnostic et ils ont permis de réduire la fenêtre sérologique de 3 à 5 jours. C'est-à-dire, on peut poser le diagnostic de l'infection par le test ELISA 4e génération 3 à 5 jours avant l'apparition des anticorps, parce qu'il détecte l'antigène P24. Donc la sensibilité et la spécificité avoisinent les 99%. Passez, s'il vous plaît. En cas de résultat positif, une analyse de confirmation
le test ELISA 4e génération, s'il est positif, on doit confirmer par un test de confirmation qui s'appelle le Western blot ou bien l'immunoblot sur le même échantillon sanguin. Il y a un test et on doit faire un autre test ELISA 4e génération sur un deuxième sérum pour parer à toute erreur d'étiquetage sur le premier prélèvement compte tenu de la gravité du diagnostic. C'est-à-dire, on a recherché, on a utilisé un test ELISA 4e génération, un test mixte, donc détecte le VH1, VH2, combiné antigène P24 et anticorps. Si le test est positif, on doit confirmer un test par un test de Western blot sur le même sérum du malade. Si positif, on demande un deuxième prélèvement pour éviter une erreur d'étiquetage. Maintenant, si le test ELISA est négatif, donc il y a une absence d'infection ou l'absence d'exposition dans les 6 semaines précédentes. Concernant les tests rapides d'orientation diagnostique, les TROD, ces tests unitaires dits rapides peuvent détecter les anticorps anti-VH1 et 2 sur sang total, sérum ou bien plasma. Ces tests sont facilement réalisables sans appareillage, avec néanmoins une lecture subjective du résultat. Le recours au TROD, constance d'urgence, en cas d'accident d'exposition virale, chez le patient source uniquement, chez la femme enceinte non suivie au travail, dont on ne connaît pas son statut sérologique, dans des situations cliniques graves pouvant inaugurer un sida. Donc c'est une illustration qui montre comment utiliser un test de diagnostic rapide, d'orientation diagnostique, donc avec un prélèvement de sang capillaire. Donc le résultat, il est obtenu en moins de 10 minutes, réalisable en dehors d'un laboratoire, ne détecte pas les infections récentes qui datent de moins de 3 mois. Il doit toujours être confirmé par une sérologie ELISA. Alors, pour le test de confirmation de Western blot, il met en évidence les anticorps dirigés contre les protéines virales qui sont visualisées par une réaction immuno-enzymatique sous forme de bandes colorées. Alors, un test positif, il est défini par la présence de 2 bandes enveloppes et avec une bande GAC ou bien une bande POL. Une bande GAC, c'est une bande de structure et la bande POL, c'est une bande enzymatique, comme la P66 et 51. Vous passez? Vous passez, s'il vous plaît. Alors, le VIH, nous avons une bonne plaque de nitrocellulose. Ça représente le test du Western blot sur laquelle on a fait migrer les protéines, les différentes protéines virales qui constituent le virus. Et après, le test, comment il se réalise, le principe c'est le même que le principe du test ELISA. On met en contact le sérum du malade avec la bandelette. Et en présence d'anticorps chez le malade, dans le sérum du malade, les anticorps vont se fixer sur les différentes protéines. Chaque anticorps se fixe sur la protéine correspondante, donnant des bandes colorées. Voilà. Revenez en arrière, s'il vous plaît. En arrière. En arrière. En arrière. Alors, un test, le tableau. Donc, si le Western blot, il n'y a aucune bande qui n'apparaît, donc le test il est négatif. Comme j'ai dit, un test positif, on doit retrouver 2 bandes enveloppes avec une bande GAC ou bien une bande POL. Un test indéterminé est défini par la présence de quelques bandes, une enveloppe plus GAC ou POL, ou bien une GAC plus POL, ou bien une GAC isolée et une POL isolée. Dans les profils indéterminés, il faut suspecter une infection par le VIH2. Donc, on devrait faire un test Western blot VIH2, une réactivité non spécifique, ou bien on est dans la phase primo-infection, donc les anticorps ne sont pas encore développés. Donc, il faut chercher l'antigène P24. Diapo suivante.
Alors ça, c'est la première bandelette type, c'est la bandelette contrôle, sur laquelle il y a des bandes colorées et la protéine ou bien la glycoprotéine correspondante. Et à côté, vous avez 3 sérums de malades différents. Le premier sérum, nous avons une seule bande colorée, la protéine P24, donc c'est un profil indéterminé. Le deuxième sérum, nous avons la P24, c'est une pôle, c'est une bande pôle. Et la glycoprotéine 120, c'est une enveloppe. Donc nous avons une enveloppe et une protéine pôle, donc c'est un profil indéterminé. Et pour le troisième sérum, vous avez pratiquement toutes les protéines, donc ça rejoint la définition d'un Western blot positif, la présence de 2 enveloppes, comme la glycoprotéine 160 et 120, avec une gâche ou bien une pôle. Donc le troisième sérum, il est positif. Le premier et deuxième sérum, c'est des profils négatifs, indéterminés, pardon. La suivante. Alors, en présence de signes cliniques, le diagnostic d'une primo-infection, il se fait en présence de signes cliniques de primo-infection. On recherche les anticorps anti-VIH et l'ARN plasmatique ou à défaut l'antigène P24. En l'absence de signes cliniques de primo-infection et après une exposition, on recherche des anticorps anti-VIH, l'ARN plasmatique ou bien l'antigène P24 entre le 2e et 26e jour post-exposition et la recherche d'anticorps anti-VIH après le 26e jour post-exposition. La suivante. Cette image, elle résume les différents tests diagnostiques utilisés pour le diagnostic du VIH. Alors, pour les tests directs qui détectent l'ARN plasmatique, le VIH plasmatique, donc le test, on peut l'utiliser à partir du 11e jour suite au comptage. L'antigène P24 à partir du 14e, 15e jour après comptage. Pour les tests sérologiques, le test ELISA à 3e génération, donc à partir du 20e, vers le 20e jour après comptage, après exposition, alors que l'ELISA combiné de 4e génération, regardez l'intérêt, donc c'est à partir du 14e, voire le 15e jour après exposition. Le Western blot et les tests rapides, c'est à la fin, vers le 28e, 29e jour après exposition. Vous passez. Alors, les tests de biologie moléculaire, la détection de l'ARN viral par PCR, plus sensible que l'antigène P24, elle remplace de plus en plus celle-ci, notamment en cas de suspicion de primo-infection ou pour le diagnostic précoce de nouveau-né de mère infectée par le VIH. L'ARN viral est détectable dès le 7e, 10e jour après le comptage. La biologie moléculaire est intéressante aussi pour faire le suivi biologique. La charge virale par PCR en temps réel, c'est le nombre de copies d'ARN viral par millilitre de plasma. Il a un caractère prédictif de la vitesse d'évolution. C'est la charge, elle est très importante, la charge virale elle est très importante. Donc l'évolution, c'est un caractère prédictif d'une évolution rapide de la maladie. Et pour le suivi de l'efficacité thérapeutique et la détection des échappées. La suivante. La biologie moléculaire aussi, elle sert pour faire les tests génotypiques de la résistance aux antirétroviraux, le test de tropisme viral, l'ADN viral, la recherche de l'ADN proviral pour quantifier le réservoir viral. Comme on a vu dans le cycle de réplication, le virus s'intègre dans le chromosome cellulaire, c'est l'ADN proviral, et donc il constitue un réservoir. Ce réservoir est peut-être dans les systèmes nerveux central, dans l'os, ou bien dans les intestins, ou bien dans d'autres sites. Alors pour le traitement, je vais aller rapidement. Donc le traitement cible quelques étapes du cycle viral. Il y a les inhibiteurs de liaison, comme le Physion. Il y a même un inhibiteur de CCR5 qui s'appelle le Maraviroc. C'est un inhibiteur de corécepteur. Il y a les inhibiteurs de la transcriptase inverse, nucléosidique et non nucléosidique. Il y a les inhibiteurs de protéase et les inhibiteurs d'anticalyse. La suivante.
Alors, les indications du traitement, il est recommandé d'instaurer un traitement antirétroviral chez toute personne vivant avec le VIH, quel que soit le nombre de lymphocytes CD4, y compris s'il est supérieur à 500. Ce sont les dernières recommandations de la Société française de lutte contre le sida en 2016. Donc, on traite tous les malades, quel que soit le stade de la maladie et quel que soit le nombre de CD4. L'objectif du traitement, c'est obtenir et maintenir une charge virale indétectable inférieure à 50 copies par millilitre et augmenter le taux de CD4 supérieur à 500 par millimètre, diminuer la mortalité, la morbidité et diminuer la transmission du VIH. La suivante, vous passez. Donc, le schéma classique, c'est une trithérapie, 2 inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, avec soit un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, soit un inhibiteur de protéase, soit un inhibiteur de l'intégrase. Passez, s'il vous plaît. Alors, la prévention, je finis par la prévention, un petit mot sur la prévention. Repose sur la fidélité du couple, les rapports sexuels protégés, le contrôle des dons de sang et d'organes, l'utilisation de seringues à usage unique pour les toxicomanes et grossesse programmée et surveillée. Je vous remercie.